Les origines de la monarchie française. La société mérovingienne reposait sur une organisation tribale et familiale, où la coutume avait une place prépondérante. L'autorité n'était pas concentrée uniquement entre les mains du roi, mais partagée avec les nobles et les chefs de guerre. Pourtant, la centralisation restait une ambivalence constante. Le pouvoir du souverain dépendait souvent de ses alliances et de sa capacité à contrôler les territoires. Cette réalité a créé un système politique fragile, marqué par des rivalités incessantes entre membres de la famille royale et seigneurs locaux. Cette période a été également caractérisée par une économie essentiellement agraire, qui limitait le développement urbain et la formation d'administrations complexes. Au fil des siècles, la dynastie mérovingienne a connu un déclin progressif. L'affaiblissement du pouvoir royal a conduit à l'émergence d'autres figures, notamment les maires du palais, véritables détenteurs du pouvoir effectif. Les Carolingiens, qui étaient à l'origine des fonctionnaires chargés d'administrer le palais royal, ont réussi à prendre le contrôle du royaume au 8e siècle. L'action de Pépin le Bref, qui renversa le dernier roi mérovingien, a marqué une rupture décisive. Sous son règne, puis celui de son fils Charlemagne, un nouvel empire s'est constitué, fortement centralisé et organisé autour de la figure impériale. Charlemagne, couronné empereur en l'an 800, a essayé d'unifier des territoires vastes et hétérogènes grâce à un réseau d'administration locale et à un renouveau culturel, souvent désigné comme la Renaissance carolingienne. Cependant, après la mort de Charlemagne, l'empire fut divisé selon les règles germaniques traditionnelles de la succession. Le partage entre ses héritiers affaiblit considérablement l'unité politique. Ces divisions marquèrent un retour aux formes plus locales de pouvoir, donnant naissance à ce que l'on appellera plus tard le Royaume de France. Au IXe siècle, les rois capétiens ont commencé à asseoir leur autorité sur une zone centrale réduite, autour de Paris. Hugues Capet, élu roi en l'an 980, incarne le début d'une nouvelle dynastie. Son règne est souvent vu comme modeste, mais il définit une importance capitale. Les rois capétiens ont adopté une stratégie de renforcement progressif du pouvoir en s'appuyant sur des alliances matrimoniales, l'acquisition de terres et le développement de réseaux féodaux. Le système féodal qui s'installe durant cette période constitue un fondement majeur de la monarchie française. La société est structurée selon un réseau de relations de dépendance et de protection entre seigneurs et vassaux. Ce lien personnel renforcerait la stabilité politique, tout en limitant également la capacité du roi à imposer son autorité directement. Les seigneurs, dont les pouvoirs locaux sont souvent comparables à ceux des princes, exercent un contrôle considérable sur leur domaine. Pourtant, la couronne cherche continuellement à étendre son influence. L'établissement des baillis et sénéchaux, administrateurs envoyés pour superviser les terres des seigneurs, témoigne de cette volonté d'organiser plus efficacement la justice et le recouvrement des impôts. Les Capétiens réussissent à transformer lentement mais sûrement les structures politiques de la France. Ils encouragent la centralisation du pouvoir royal, tout en ménageant les particularismes régionaux et les droits des nobles. Ce délicat équilibre favorise la stabilité de la monarchie. Parallèlement, l'Église conserve un rôle essentiel dans la société médiévale. Elle soutient les rois dans leur entreprise en garantissant leur sacralité à travers le sacre, cérémonie qui confère au souverain une dimension presque divine. Par ailleurs, le clergé contrôle une part importante des terres et des richesses, consolidant son influence politique et culturelle. Le Moyen-Âge central se caractérise aussi par l'apparition de villes prospères, où commerçants et artisans développent une économie dynamique. Cette urbanisation progressive donne naissance à des bourgeois qui, tout en restant subordonnés à l'aristocratie, jouent un rôle croissant dans la vie politique. Certaines chartes concèdent aux villes certains privilèges, renforçant l'idée d'une société complexe et en pleine transformation. Ces changements annoncent déjà la mutation profonde qui se produira à la fin du XVIe siècle et au XVIIIe siècle. L'évolution politique et sociale de la monarchie capétienne prépare le terrain pour la phase la plus décisive de l'histoire de la France. Ce processus de centralisation du pouvoir, associé à une identité nationale en construction, aboutira à l'affirmation de l'absolutisme royal sous des figures comme Louis XIV. Ce dernier incarne l'apogée de la monarchie traditionnelle avant les bouleversements qui marqueront la Révolution française. La monarchie, telle qu'elle s'est développée durant près de 1000 ans, est à la fois une source d'ordre et d'inégalité,
où se mêlent respect des traditions et volonté d'innovation. Les prémices de la Révolution se trouvent dans cette longue histoire de pouvoir, d'organisation sociale et culturelle. L'Ancien Régime, avec ses privilèges et ses divisions, suscite des critiques croissantes au fil du temps. C'est ce contexte historique qui éclaire les grands changements politiques à venir. Comprendre ses origines permet de mieux saisir en quoi la Révolution française a été un événement sans précédent, capable de remodeler profondément la société et de poser les bases de la modernité. Cette transformation trouve son sens dans la continuité et la rupture avec le passé monarchique, ouvrant la voie à une nouvelle conception des droits et des libertés. La transition vers cette période révolutionnaire s'inscrit donc dans un contexte de tensions accumulées et de réformes inégales. En explorant les racines de la monarchie française, il devient possible de comprendre les mécanismes qui ont conduit à un changement radical. Cette évolution complexe illustre combien l'histoire est un processus continu, fait d'adaptation et de contestation. L'étude des origines monarchiques éclaire toute la richesse du patrimoine politique français, à la fois conservateur et révolutionnaire. C'est à partir de cette base que la suite du récit historique prendra tout son sens. Les inégalités sous l'Ancien Régime. La société française avant la Révolution était structurée selon un système rigide, divisé en 3 ordres distincts. Le premier ordre regroupait le clergé, détenteur d'un pouvoir spirituel considérable qui s'étendait bien au-delà des simples pratiques religieuses. Ce groupe, bien que numériquement restreint, détenait des privilèges majeurs, notamment des exemptions fiscales importantes et la jouissance de vastes domaines fonciers. Le second ordre, composé de la noblesse, possédait une influence politique et sociale énorme. Ces familles nobles, héritières de titres ancestraux, contrôlaient une part substantielle des terres et occupèrent de nombreuses charges importantes dans l'administration et l'armée. Le tiers-État constituait la majorité de la population, incluant des catégories très variées: paysans, artisans, bourgeois et travailleurs urbains. Malgré leur nombre, ils subissaient une charge fiscale écrasante et jouissaient de peu de droits. Cette structure inégalitaire reposait sur des privilèges accordés naturellement au premier et au second ordre, au détriment du tiers-État. Par exemple, le clergé percevait la dîme, un impôt en nature, tandis que la noblesse bénéficiait d'exemptions sur beaucoup d'impôts directs et indirects. Le poids des taxes tombait principalement sur les paysans, qui formaient l'écrasante majorité du tiers-État. Ceux-ci devaient aussi effectuer des corvées, des travaux non rémunérés pour les seigneurs. Cette injustice fiscale exacerbait les tensions, d'autant que les revenus des classes supérieures leur permettaient de vivre dans l'opulence, tandis que la grande masse populaire peinait à subvenir à ses besoins fondamentaux. Les contrastes sociaux étaient également renforcés par les modes de vie et les privilèges sociaux. Les nobles jouissaient de droits exclusifs, comme le droit de chasse, souvent interdit aux paysans sur les terres seigneuriales. Le clergé, respecté pour sa fonction spirituelle, contrôlait non seulement les croyances, mais aussi l'éducation et les œuvres caritatives, maintenant ainsi une influence morale incontestée. Dans les villages, les paysans voyèrent leur vie rythmée par les obligations envers la seigneurie, comme le paiement des rentes et la prestation de services. L'accès aux fonctions publiques et aux positions honorifiques était quasi impossible pour eux. Ce système créait un sentiment d'injustice croissant parmi les membres du tiers-État qui, bien que participant à la vie économique et intellectuelle du pays, étaient exclus du pouvoir politique. La bourgeoisie, notamment, cultivait des attentes liées à ses succès économiques et culturels. Elle aspirait à une reconnaissance sociale et politique conforme à ses ressources et à son rôle croissant dans le commerce, la finance et les arts. Ce décalage entre pouvoir effectif et pouvoir reconnu alimentait un climat de frustration qui préparait le terrain aux idées nouvelles qui allaient émerger dans le siècle des Lumières. Sur le plan économique, la France connaissait des difficultés notables. Les dépenses de l'État, notamment celles liées aux guerres et aux trains de vie royale, creusaient un déficit abyssal. Les impôts traditionnels ne suffisaient plus, ce qui amenait le pouvoir à envisager une réforme fiscale, sans succès durable. La crise économique touchait durement surtout les classes populaires, aggravée par plusieurs mauvaises récoltes successives, qui provoquaient famine et hausse des prix. Ces conditions nourrissaient non seulement la misère,
mais aussi un ressentiment profond envers les détenteurs du pouvoir et des privilèges. Les relations entre les différentes classes étaient régies par un réseau complexe de droits, devoirs et coutumes pérennes. La justice seigneuriale accordait souvent des privilèges aux seigneurs, parfois au détriment des justiciables issus du tiers-état. Par ailleurs, la représentation politique était limitée. Les États généraux, assemblées représentant les 3 ordres, se réunissaient rarement et donnaient un poids disproportionné au clergé et à la noblesse, marginalisant ainsi le tiers-état. Ce déséquilibre institutionnel renforçait la perception que le pouvoir ne servait pas les intérêts de la majorité. Les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité, bien qu'encore minoritaires à cette époque, commençaient à circuler parmi les intellectuels et certains membres de la bourgeoisie. Ces idées remettaient en question les fondements mêmes de la société d'Ancien Régime, appelant à une redistribution plus équitable des droits et des richesses. Là résidait une source profonde de tension, car elle mettait en péril l'équilibre du système traditionnel. Le clergé et la noblesse restaient attachés à leurs privilèges, tandis que le tiers-état aspirait à une reconnaissance politique et sociale légitime. L'Église, pilier incontesté de la société, possédait un double rôle. Elle renforçait la hiérarchie sociale, en affirmant que l'ordre établi était voulu par la Providence. Par son enseignement et son influence morale, elle maintenait la soumission et l'acceptation des inégalités. Pourtant, une partie du clergé, notamment au sein du bas clergé et parmi les prêtres de campagne, éprouvait une sympathie croissante pour la cause du tiers-état. Ce clergé s'approchait ainsi des idées de justice sociale qui allaient irriguer la Révolution. Les tensions économiques, sociales et politiques allèrent s'accumuler jusqu'à atteindre un point crucial dans les années 70 du XVIIIe siècle. La montée des idées des Lumières, la stagnation des institutions, l'aggravation des crises agricoles et financières, ainsi que la revendication d'une représentation équitable, tous ces éléments convergeaient pour fragiliser l'ordre ancien. C'est dans ce contexte que la Révolution française allait surgir, marquant une rupture majeure dans l'histoire et ouvrant la voie à un nouveau concept des droits de l'homme et du citoyen. Ainsi, la compréhension des inégalités sous l'Ancien Régime est essentielle pour saisir les forces motrices qui ont conduit à la transformation profonde de la société française. Ces disparités, à la fois visibles au quotidien et inscrites dans les structures mêmes du royaume, expliquent pourquoi le tiers-état a pu se lever et réclamer un changement radical. Le passage du pouvoir absolu du roi à un régime basé sur des droits universels marque donc le fruit d'un long processus de contestation, enraciné dans ces inégalités persistantes. La Révolution ne fut pas simplement une révolte spontanée. Elle fut l'aboutissement de conflits sociaux accumulés, de revendications économiques et d'une volonté d'égalité longtemps réprimée. Cette histoire éclaire combien les structures anciennes, en dépit de leurs traditions et justifications, pouvaient être mises en cause par des aspirations nouvelles. Elle prépare le récit de la transformation politique et juridique à venir, où les notions de citoyenneté et de droits humains deviendront centrales dans la construction du monde moderne. C'est à partir de ce socle que la France allait agir comme catalyseur de changements profonds à travers le globe, bouleversant les relations entre gouvernants et gouvernés. La suite de cette histoire mettra en lumière précisément ces transformations majeures. Les idées des Lumières et leur influence. Les idées des Lumières ont profondément marqué le paysage intellectuel et politique de la France au XVIIIe siècle, ouvrant la voie à des transformations radicales dans la société. Ces pensées se sont développées dans un contexte où la monarchie absolue dominait depuis plusieurs siècles, concentrant le pouvoir entre les mains d'un roi dont les prétentions à une autorité quasi divine restaient incontestées. Pourtant, un groupe croissant de philosophes, d'écrivains et de penseurs a commencé à questionner non seulement la justification de ce pouvoir, mais aussi les fondements mêmes de la société. Leur objectif consistait à promouvoir des valeurs comme la liberté, l'égalité et la justice, concepts encore naissants qui allèrent bientôt entrer en résonance avec les aspirations populaires. La pensée des Lumières s'est attachée à étudier la nature humaine et les rapports sociaux de manière critique. Des figures telles que Voltaire ont vivement critiqué l'intolérance religieuse et l'arbitraire du pouvoir, plaidant pour la liberté d'expression et la tolérance. Montesquieu, à son tour, a proposé une séparation des pouvoirs afin d'éviter la tyrannie, mettant en avant un modèle politique
qui n'était jusqu'alors que très partiellement envisagée. Diderot, en dirigeant l'encyclopédie, a cherché à rassembler et à diffuser les connaissances, dans le but d'éclairer l'esprit public et d'offrir une base rationnelle au progrès social. Ces intellectuels n'étaient pas simplement des critiques abstraits, mais des acteurs déterminés à remodeler la société sur des principes plus justes. La diffusion des idées des Lumières ne s'est pas limitée aux cercles intellectuels. Grâce à la multiplication des salons, des journaux et des sociétés savantes, ces concepts ont gagné un public de plus en plus large, notamment parmi la bourgeoisie et même dans des milieux populaires. Il s'est produit un véritable phénomène d'éducation collective qui rendait accessible à chacun la réflexion sur les droits et devoirs, la morale et la légitimité des institutions. Ainsi, la notion de droit naturel s'est imposée, affirmant que certains droits sont inhérents à l'être humain, indépendamment de l'autorité politique. Cette conception a profondément remis en cause les privilèges d'une aristocratie héréditaire et les lois basées sur la volonté royale. Parmi les idées fondatrices, la liberté individuelle occupait une place centrale. Cette liberté n'était pas entendue de manière absolue, mais comme un équilibre entre les droits de chacun et la coexistence de la communauté. L'égalité, quant à elle, devenait un principe politique important, contestant l'ordre établi des classes sociales. La justice, comprise comme la garantie d'un traitement équitable devant la loi, devait remplacer les décisions arbitraires. Ces notions prenaient corps dans des débats philosophiques qui dépassaient le simple domaine abstrait pour se traduire progressivement en revendications concrètes, politiques et sociales. Elles allaient nourrir la formation de droits civils et de constitutions, introduisant une nouvelle conception de la souveraineté. Leur impact se manifestait aussi à travers une contestation de l'ancien régime et de la structure féodale. Le privilège de la naissance, l'exemption d'impôts pour la noblesse et le clergé, la censure, tout cela apparaissait de plus en plus comme un obstacle à la justice et à la raison. Les Lumières favorisaient un esprit critique fondé sur la raison et l'observation rationnelle, invitant à la réforme des institutions plutôt qu'à la simple préservation du statu quo. Leurs idées ont contribué à un climat intellectuel qui encourageait la remise en question des traditions, préparant le terrain à un bouleversement politique majeur. Ce climat propice au changement était également le résultat de conditions économiques et sociales défavorables. La France connaissait alors une crise financière due à des dépenses royales excessives et à un système féodal d'impôts inégalitaires. Cet état de fait renforçait le mécontentement général et rendait les idées de réforme encore plus urgentes. Ainsi, les idées des Lumières ne pouvaient rester de simples hypothèses philosophiques, mais devaient nécessairement rejoindre les préoccupations concrètes d'une société en quête de changement. Cette synthèse entre théorie et contexte a joué un rôle essentiel pour transformer la pensée intellectuelle en mouvement historique. L'influence des philosophes s'est également traduite par une demande d'instauration de droits politiques pour l'ensemble des citoyens. Cela signifiait réclamer une participation plus large dans la prise de décision, une limitation du pouvoir absolu et l'instauration de lois claires et justes. Le concept de souveraineté populaire, selon lequel le pouvoir appartient au peuple et non à une seule personne, est devenu progressivement une idée majeure. Cette représentation des droits et du pouvoir, comme issue de la volonté collective, remettait en cause non seulement la monarchie, mais aussi les structures sociales inégales. Elle a fixé une base pour la démocratie moderne. Les débats sur la liberté de conscience et la tolérance religieuse tenaient aussi une place importante. À cette époque, l'Église catholique jouait un rôle extrêmement influent, souvent en opposition avec certaines idées éclairées. Le combat contre la superstition, l'intolérance et pour la liberté d'opinion a été porteur d'une transformation pacifique des mentalités. En prônant la laïcité et la séparation des pouvoirs religieux et politiques, les philosophes préparaient un régime où les droits humains et civils ne seraient pas subordonnés à une autorité religieuse. Ce principe allait inspirer des réformes ultérieures. Enfin, la pensée des Lumières a forgé les fondements intellectuels essentiels à la Révolution française. Sans cette base idéologique, les événements tumultueux qui ont suivi auraient été moins compréhensibles. La Révolution ne fut pas seulement un renversement politique, mais aussi un effort conscient pour réaliser les idéaux de liberté et d'égalité pris dans leur acception politique et sociale. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, promulguée durant cette période,
et l'illustration concrète des aspirations des philosophes. Ce texte synthétisait leurs idées en un programme juridique reflétant une nouvelle conception de la société et de l'État. Cet examen révèle la complexité et la richesse de ce mouvement intellectuel et social. Les Lumières ont posé les bases d'une nouvelle ère où les droits et les libertés individuelles deviennent des piliers fondamentaux de la civilisation moderne. Leurs idées continuent d'influencer les débats sur la démocratie, la justice et la dignité humaine. À mesure que l'histoire se déploie, la transition de la monarchie absolue à l'émergence des droits de l'homme comprend bien plus qu'un simple changement politique. Elle incarne une évolution profonde des valeurs qui façonnent encore notre monde, aujourd'hui ouvrant naturellement la voie aux transformations à venir. Le déclenchement de la Révolution, au cours de la fin du XVIIIe siècle, la France se trouvait à un carrefour historique dont l'importance allait dépasser les frontières et transformer profondément la société mondiale. Le règne de Louis XVI, marqué par une succession de difficultés économiques et politiques, dévoilait un système royal ancien étouffé par ses propres contradictions. La monarchie absolue, dominante depuis plusieurs siècles, était confrontée à une crise profonde causée par des dettes publiques grandissantes, une fiscalité inégale et la pauvreté persistante d'une grande partie de la population. Ces facteurs s'ajoutaient aux idées nouvelles diffusées par les Lumières qui faisaient naître un questionnement sur le pouvoir, la justice et la place des individus dans la société. L'Assemblée des États généraux fut convoquée en l'année 1789, un événement qui n'avait pas eu lieu depuis plus d'un siècle et demi. Ce rassemblement réunissait 3 ordres, le clergé, la noblesse et le tiers-État, représentant le reste des citoyens. Pourtant, la manière dont les voix étaient comptées et les privilèges accordés alimentaient une profonde insatisfaction. Le tiers-État, porteur des idées nouvelles et représentant la majorité de la population, revendiquait une voix égale à celle des 2 autres ordres. Ce désaccord fut à l'origine de tensions grandissantes et de débats passionnés qui allaient changer la structure même du pouvoir. En juin de la même année, ces tensions aboutirent à la formation de l'Assemblée nationale par les membres du tiers-État, affirmant ainsi leur volonté de représenter l'ensemble de la nation. Cette déclaration fut une rupture claire avec l'Ancien Régime et posait les bases d'une nouvelle forme de gouvernance. L'Assemblée nationale s'engagea à rédiger une constitution destinée à limiter le pouvoir royal et à garantir les droits fondamentaux. Cet acte symbolisait la montée en puissance d'une idée essentielle, celle de la souveraineté populaire. La scène politique était désormais visible sous un nouveau jour, laissant entrevoir une transformation imminente des structures sociales. La prise de la Bastille, le 14 juillet de cette même année, reste un moment clé de ce basculement. Symbole d'oppression et de l'arbitraire royal, cette forteresse détenait peu de prisonniers au moment de sa prise, mais représentait beaucoup plus qu'un simple bâtiment. Elle incarnait le poids d'un ancien régime jugé injuste et tyrannique. La chute de la Bastille fut accueillie avec ferveur par le peuple parisien et marqua le début d'une série d'événements qui allaient remettre en cause l'ordre établi. Cette explosion de colère et d'espoir déclencha un mouvement populaire qui s'étendit bien au-delà des frontières de la capitale. Ces événements ne se réduisent pas à des gestes isolés. Ils symbolisent l'émergence d'un nouveau rapport entre le pouvoir et les citoyens. La remise en cause de la monarchie absolue était accompagnée d'une demande de reconnaissance des droits naturels, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, adoptée peu après, incarna cette volonté de protéger chaque individu contre les excès de l'autorité arbitraire. Ces principes, bien que théoriques à leur origine, firent naître un véritable courant politique et social qui allait influencer durablement non seulement la France, mais également le monde entier. Cette période fut aussi caractérisée par la difficulté de concilier différents intérêts au sein même de l'Assemblée nationale. Certaines factions souhaitaient une réforme modérée, conservant une certaine place à la monarchie, tandis que d'autres appelaient à une transformation radicale des institutions. Cette confrontation reflétait la complexité de la transition entre un ancien système hiérarchique et l'idée émergente de démocratie. Malgré ces divisions, un consensus de base sur la nécessité de changement se dessinait lentement et préparait les étapes suivantes de la Révolution. L'impact de ces premiers moments de révolution s'étendit rapidement, affectant aussi bien les campagnes que les villes.
La population rurale, longtemps méconnue et discrète, commença à s'impliquer dans les mouvements populaires en lien avec la noblesse locale et la représentation territoriale. Cette participation ne fut pas uniforme, mais elle traduisait une volonté générale de revoir les structures de pouvoir et de mettre fin aux privilèges anciens qui limitaient les possibilités de développement et d'égalité. C'est ainsi qu'une dynamique nouvelle, mêlant aspiration sociale et politique, s'est progressivement imposée. Le retour de la souveraineté populaire, à travers ses actions, marqua un tournant dans la compréhension du pouvoir. L'autorité ne devait plus être perçue comme un droit divin et immuable, mais comme un contrat entre les citoyens et leurs représentants. Cette idée, encore discutée et fragile, allait néanmoins poser les bases de la démocratie moderne. En ce sens, la Révolution française fut bien plus qu'une simple révolte contre un monarque ou une classe sociale. Elle établit un nouveau paradigme politique dont les répercussions atteindraient de nombreux autres pays dans les siècles à venir. Le processus de transformation ne fut pas instantané ni exempt de conflits internes. Après la prise de la Bastille, une période d'instabilité et de lutte politique s'engagea, mêlant espoir d'émancipation et défis liés à la gestion du changement rapide. La complexité de cette transition soulignait la difficulté à conjuguer les intérêts multiples au sein d'une société diverse. Toutefois, cette phase préparait le terrain pour les avancées législatives qui allaient suivre, intégrant de manière durable les idées d'égalité et de liberté individuelle dans le cadre des institutions nouvelles. Ainsi, la convocation des États généraux, la formation de l'Assemblée nationale et la prise de la Bastille symbolisent les fondations de cette transformation majeure. Ce moment historique marque la fin d'un ancien régime et le début d'une ère où la notion de droits universels et la participation des citoyens au gouvernement deviennent des priorités. Cette mutation politique s'accompagne d'un changement profond des représentations sociales et culturelles, faisant de la Révolution française un exemple majeur pour l'histoire des nations. Ce récit progressif et mesuré permet de comprendre comment, à travers la remise en cause d'un régime monarchique, la France a ouvert la voie à une conception nouvelle du pouvoir et des droits. Les conséquences de ces événements dépassèrent rapidement les frontières françaises pour inspirer d'autres mouvements dans le monde. Dans la continuité de ce parcours, il est possible d'examiner les transformations institutionnelles qui suivirent ces premiers événements, offrant une vision complète de cette époque où l'ancien et le nouveau se confrontaient avec intensité. La fin de la monarchie et l'instauration de la République. La chute de la monarchie en France marque un tournant majeur dans l'histoire politique et sociale du pays, bouleversant l'ordre ancien et posant les bases de ce qui allait devenir la République. Cette transformation éclate au cours des années 70 du XVIIIe siècle, dans un contexte de tensions croissantes entre la monarchie absolue et les aspirations populaires à plus de justice et de participation. Le roi Louis XVI, dirigeant sous le régime de l'Ancien Régime, voit son autorité remise en question par une série de crises économiques, sociales et politiques. La situation atteint un point critique lorsque la convocation des États généraux en 1789 conduit à l'émergence d'une Assemblée nationale constituante, voulant établir une nouvelle organisation du pouvoir fondée sur des principes plus égalitaires. Le procès de Louis XVI s'inscrit dans cette dynamique de rupture profonde. Il n'est pas seulement un jugement judiciaire, mais bien l'expression d'une volonté populaire de rompre définitivement avec le passé monarchique. Accusé de trahison envers la nation, notamment pour avoir tenté de fuir le pays et pour ses relations avec les puissances étrangères hostiles à la Révolution, il est confronté à une assemblée divisée mais résolue. Le débat parlementaire fait apparaître des tensions entre modérés souhaitant préserver une monarchie constitutionnelle et républicains convaincus de la nécessité d'abolir toute forme de royauté. Finalement, la condamnation à mort de Louis XVI est prononcée par un vote à la majorité relative, symbole fort de la volonté révolutionnaire d'instaurer une nouvelle légitimité politique. L'exécution du roi place la France face à un moment inédit, celui de la fin officielle de la monarchie absolue. Le 13e de janvier 1792 incarne cette rupture symbolique, marquée par l'exécution sur la place publique à la guillotine. Ce geste a des répercussions immédiates et profondes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Sur le plan domestique, il entraîne une polarisation des forces politiques
et favorise l'émergence d'un pouvoir républicain, prompt à imposer un nouvel ordre fondé sur des principes démocratiques. À l'international, la mort de Louis XVI provoque l'hostilité des monarchies européennes, qui voient en cette révolution une menace à leur propre régime. La proclamation de la Première République, qui suit peu après, concrétise cette transformation politique radicale. Le 22 septembre 1792, la Convention nationale abolit officiellement la monarchie en France, établissant un régime où le pouvoir appartient désormais au peuple. Cette nouvelle organisation repose sur l'idée clé que la souveraineté ne peut plus être incarnée par un seul individu, mais doit être une construction collective. La Première République est alors caractérisée par la mise en place d'institutions inédites, notamment la séparation des pouvoirs et la reconnaissance des droits fondamentaux. L'adoption de mesures telles que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen positionne la France à la pointe des luttes pour l'égalité et la justice sociale. Les conséquences de cette transformation politique dépassent largement les frontières françaises. La Révolution française inspire des mouvements similaires à travers le monde, diffusant les idées de liberté, d'égalité et de fraternité. Elle remet en cause les structures monarchiques traditionnelles et ouvre la voie à la formation des États modernes fondés sur la souveraineté populaire. En outre, la remise en cause des privilèges et l'affirmation des droits individuels marquent un changement durable dans la relation entre les gouvernants et les gouvernés. La chute de la royauté devient ainsi un symbole universel de lutte contre l'oppression et d'émancipation des peuples. Par ailleurs, le procès et la mort de Louis XVI posent la question du rapport entre pouvoir et légitimité. L'ancien roi, considéré par beaucoup comme un monarque de droit divin, est désormais jugé selon des critères politiques et citoyens. Ce passage illustre le basculement d'une conception traditionnelle du pouvoir, fondée sur la sacralité et l'hérédité, vers une construction où la souveraineté réside dans la volonté collective. Ce changement engendre également des débats sur les limites du pouvoir, les droits des individus et la participation démocratique, qui continueront à structurer la réflexion politique en France et ailleurs. Le contexte social de cette période est également à souligner. Les difficultés économiques, amplifiées par des récoltes médiocres et une crise financière persistante, exacerbent les tensions au sein de la société française. La noblesse et le clergé, jusqu'alors privilégiés, voient leur pouvoir contesté par la bourgeoisie montante et les masses populaires en quête de reconnaissance. Ces dynamiques sociales alimentent un climat propice aux revendications démocratiques et participent à la radicalisation progressive des événements. La Révolution apparaît donc non seulement comme une révolution politique, mais aussi comme une transformation profonde des rapports sociaux et économiques. En outre, la dimension symbolique de ces événements ne peut être négligée. La figure du roi guillotiné représente une rupture avec un passé perçu comme tyrannique et injuste. Cette rupture est nécessaire pour permettre l'instauration de nouvelles institutions basées sur des valeurs de justice et de citoyenneté. La Première République entend ainsi incarner un idéal de progrès et de civilisation, fondé sur la reconnaissance des droits de chacun. Ce projet politique ambitieux vise à reconstruire la société sur des bases inédites, en accord avec les aspirations d'une époque en mutation. Ces transformations ne se font pas sans difficulté ni opposition. La mise en place de la République connaît des résistances, tant internes avec des mouvements contre-révolutionnaires qu'externes avec la menace d'intervention étrangère. Les tensions politiques au sein de la Convention nationale témoignent des débats complexes sur la manière de gouverner un pays en pleine mutation. Néanmoins, malgré ces obstacles, la volonté de construire un régime démocratique s'affirme progressivement, posant les jalons d'une nouvelle ère politique. La République devient alors un laboratoire d'expérimentation politique aux conséquences durables pour l'histoire française et mondiale. L'histoire de la chute de la monarchie et de l'émergence de la République française montre ainsi comment une société peut remettre en question des siècles d'ordre établi pour inventer un avenir différent. Cette période exemplifie la capacité des peuples à revendiquer leurs droits et à transformer leurs institutions dans un sens plus démocratique. Le procès de Louis XVI, sa mort, et la proclamation de la Première République constituent des moments clés qui symbolisent ces bouleversements. Ils marquent l'entrée de la France dans une ère où la souveraineté appartient au peuple et où les principes de liberté et d'égalité deviennent des aspirations centrales. Cette période est également riche d'enseignements sur la complexité des processus révolutionnaires.
Les événements montrés ici ne sont ni linéaires ni exempts de contradictions. La transition d'un régime monarchique absolu à une république démocratique implique des conflits d'intérêts, des compromis politiques et des débats idéologiques intenses. La Révolution française, dans cette phase, pose les bases d'une modernisation politique qui aura un impact sur les conceptions du pouvoir et des droits humains à l'échelle mondiale. Elle témoigne de la force des idées et des mouvements populaires à transformer durablement la société. De plus, l'importance accordée aux droits de l'homme dans ce nouveau régime illustre un changement durable dans la pensée politique. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, adoptée peu avant la proclamation de la République, affirme des principes universels qui continueront à influencer le droit et la politique dans les siècles à venir. Cette déclaration consacre notamment le droit à la liberté, à la propriété, à la sûreté et à la résistance à l'oppression, inscrivant ces valeurs comme fondement du nouvel ordre républicain. Cet héritage contribue à faire de la période révolutionnaire un jalon incontournable dans l'histoire des droits humains. Enfin, les événements analysés ici ouvrent le chapitre suivant du récit historique. La République née de la chute de Louis XVI sera confrontée à de nombreux défis internes et externes qui nécessiteront des adaptations politiques et sociales. Les tensions qui émergent à cette époque annoncent déjà les épisodes tumultueux qui suivront, notamment la terreur et les luttes pour la consolidation des institutions républicaines. La transformation profonde opérée au cours de cette période propose ainsi un point de départ pour comprendre les évolutions à venir dans l'histoire de France, marquant un passage du temps monarchique vers un temps nouveau de citoyenneté et de participation politique. Les réformes fondamentales de la Révolution. La Révolution française représente une étape charnière dans l'histoire de l'humanité, marquant la transformation radicale des structures politiques et sociales qui prévalaient depuis des siècles. Avant cette période, le pouvoir était concentré entre les mains d'une monarchie absolue et d'une noblesse privilégiée, tandis que le peuple vivait dans des conditions souvent précaires. La Révolution a introduit des réformes fondamentales qui ont non seulement bouleversé ce cadre ancien, mais ont aussi posé les bases des droits modernes de l'homme et du citoyen. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, adoptée en 1789, constitue l'un des documents les plus emblématiques de ce changement. Elle proclame que tous les hommes naissent libres et égaux en droit, affirmant ainsi que le pouvoir politique doit reposer sur la volonté générale plutôt que sur la naissance ou le rang. Ce texte établit des principes qui guideront non seulement la France, mais aussi de nombreuses autres nations à travers le monde. Il affirme la liberté d'expression, l'égalité devant la loi et le droit à la propriété, tout en condamnant les privilèges hérités. Par ailleurs, la Révolution entraîne la disparition des structures féodales, abolissant les droits seigneuriaux, les privilèges fiscaux de la noblesse et du clergé, ainsi que les différences de statut juridictionnel. Cette dissolution des anciens ordres sociaux vise à instaurer une société plus juste, où la citoyenneté est définie par des critères universels et non plus par l'appartenance à une classe. Le système judiciaire est également réorganisé pour garantir l'égalité des citoyens devant la loi, rompant avec les pratiques d'injustice souvent pratiquées par les tribunaux seigneuriaux. Autre réforme majeure, la mise en place de nouvelles institutions politiques s'inscrit dans un désir de démocratie naissante. L'Assemblée nationale, puis la Convention, instaurent une législation fondée sur la participation populaire et la représentation. Ce sont les prémices d'un régime où les décisions proviennent du peuple plutôt que d'un monarque seul. Ce changement implique également le redécoupage territorial et la création des départements afin de mieux administrer le pays et d'assurer une organisation plus rationnelle du pouvoir. La question religieuse connaît également une transformation profonde. La Révolution supprime le rôle dominant de l'Église catholique dans les affaires politiques, en particulier par la nationalisation des biens ecclésiastiques et la séparation des pouvoirs religieux et civils. Cette laïcisation vise à garantir la liberté de conscience et à prévenir toute influence excessive d'une institution sur la vie publique. Toutefois, ce processus s'accompagne parfois de tensions et de conflits avec une partie de la population qui reste attachée à ses traditions religieuses. Les réformes économiques se traduisent par la suppression des corporations et des privilèges commerciaux issus de l'Ancien Régime, favorisant ainsi la libre entreprise et les échanges entre citoyens. La Révolution place dans le même cadre fiscal l'ensemble de la population,
instaurant une imposition égalitaire destinée à financer les nouveaux services publics naissants. Cette réforme financière est cruciale pour assurer la stabilité du nouveau régime et la justice sociale. Sur le plan social, la Révolution marque aussi la reconnaissance des droits des citoyens ordinaires, auparavant exclus du pouvoir et souvent marginalisés. L'accès à l'éducation est encouragé, de même que la participation à la vie politique et économique, bien que le suffrage demeure encore limité dans un premier temps. Ce processus ouvre la voie à une transformation durable des mentalités, préparant les fondations d'une démocratie moderne. Ces changements s'accompagnent d'une nouvelle conception du rôle de l'État et de la nation. La souveraineté appartient désormais au peuple, et non au roi, affirmant ainsi la primauté de la volonté collective. L'idée qu'un contrat social lie les citoyens entre eux et avec leurs représentants devient un principe fondamental. Ce paradigme influence durablement la pensée politique occidentale et inspire de nombreux mouvements de libération à travers le monde. De nombreux mythes sont nés autour de cette période, parfois amplifiés par la légende ou la propagande. Par exemple, l'image de la prise de la Bastille, comme symbole unique de la Révolution, occulte la complexité des événements et des réformes qui ont suivi. Les transformations ne se limitent pas à des actes violents, mais résultent aussi de débats intellectuels et d'une longue maturation des idées de justice et d'égalité. Il convient également de rappeler que les réformes instaurées ne se sont pas réalisées sans résistance ni conflits internes. Les débats au sein des assemblées, les oppositions des différentes factions et les conflits entre provinces et Paris témoignent de la difficile mise en place d'un ordre nouveau. Pourtant, chaque étape a contribué à façonner la France contemporaine et à diffuser des idées fondamentales sur les droits humains. Au final, l'héritage de cette période dépasse largement les frontières françaises. Les principes issus de la Révolution servent de modèle pour les déclarations universelles des droits, influencent la construction des États-nations et nourrissent les aspirations à la liberté et à l'égalité dans le monde entier. Ce processus complexe a durablement transformé la perception du pouvoir, de la justice et des relations sociales. Ainsi, nous percevons la Révolution comme un moment d'inspiration qui a redéfini la notion même de citoyenneté et de droit. En dépassant l'ordre ancien fondé sur la naissance et le privilège, ces réformes ouvrent la voie à des sociétés où le respect des individus et l'équité sont au cœur du contrat social. La continuité de ces transformations s'observe encore aujourd'hui dans les institutions et les valeurs qui fondent les démocraties modernes. Avec cette compréhension des réformes fondamentales, il est possible d'aborder l'impact plus large de la Révolution sur les relations internationales et les conflits idéologiques qui ont suivi, invitant à réfléchir sur la manière dont ces idées ont traversé les frontières pour façonner le monde d'après. Les conséquences internationales de la Révolution française. La Révolution française s'inscrit dans l'histoire comme un événement majeur qui, au-delà de ses frontières, a profondément influencé le paysage politique et social du monde moderne. Lorsque les idées issues de la Révolution ont circulé, elles ont porté avec elles des concepts nouveaux tels que la souveraineté populaire, l'égalité devant la loi et les droits universels. Ces idées ont trouvé un écho particulièrement fort dans d'autres nations où les populations aspiraient à rompre avec des régimes monarchiques ou coloniaux. Dès les premiers instants de la Révolution, les principes de liberté, d'égalité et de fraternité furent diffusés par les publications, les discours et même par les soldats français engagés dans les guerres révolutionnaires. Ces principes, bien que formulés dans un contexte français, avaient une portée universelle et inspirèrent des réformes ou des mouvements révolutionnaires dans plusieurs continents. Par exemple, en Europe, la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle virent des soulèvements et des débats politiques influencés par ces idées nouvelles. En Amérique latine, les luttes pour l'indépendance prirent un nouvel essor grâce à l'inspiration fournie par la Révolution française. Des leaders tels que Simon Bolivar furent marqués par les notions républicaines et démocratiques qui émanèrent de France. Si les réalités sociales et politiques différaient, les principes d'autodétermination et de droits universels trouvèrent un terrain fertile, accompagnant la décolonisation progressive de cette région. Par ailleurs, les idées issues des débats révolutionnaires en France modifièrent aussi profondément les conceptions des droits humains. L'élaboration de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789 fut un jalon inédit. Elle établissait des droits naturels, inaliénables et égaux
pour tous les citoyens, propriété intellectuelle jusqu'alors réservée à une élite. Ces principes devinrent, au fil du temps, un référentiel international que reprirent diverses constitutions. Les répercussions de la Révolution ne s'arrêtèrent pas au cadre politique. Elles touchèrent également les mentalités et la culture. Le rejet de la monarchie absolue et l'affirmation du peuple comme source de légitimité politique permirent une redistribution du pouvoir symbolique et administratif. Sur le plan culturel, cela engagea des réflexions sur les rapports entre individus et État, renforçant les bases du citoyen moderne. Les idées révolutionnaires françaises alimentèrent aussi, durant la première moitié du XIXe siècle, les mouvements pour l'abolition de l'esclavage et pour l'égalité entre les sexes. Bien qu'encore incomplètes dans leurs applications, ces revendications s'enracinèrent dans le discours politique international, trouvant parfois un soutien direct ou indirect dans certains pays. Des assemblées législatives et des débats publics à travers le monde s'inspirèrent de ces thèmes. Sur le plan diplomatique, les régimes européens réagirent avec prudence et parfois hostilité à la propagation des idées françaises. Cette tension donna lieu à des coalitions contre-révolutionnaires et à la formation de ligues conservatrices cherchant à contenir la diffusion des principes démocratiques, craignant des soulèvements populaires similaires au sein de leurs propres frontières. Ainsi, la Révolution française modifia la dynamique internationale et les équilibres de pouvoir. Au sein des États-Unis, voisins proches et jeunes républiques, la Révolution française suscita admiration et inquiétude. Les débats politiques américains furent influencés par la Révolution, inspirant certains courants à renforcer la participation populaire, tout en provoquant des réticences chez ceux qui redoutaient une radicalisation incontrôlée. La Révolution française permit donc d'explorer les défis pratiques liés à l'organisation d'une démocratie moderne. Les principes répandus par la Révolution influencèrent aussi les droits civils et constitutionnels dans de nombreuses constitutions européennes. Par exemple, la Charte constitutionnelle espagnole de 1804 reflète un certain nombre de ces idées, bien qu'adaptée au contexte spécifique de la péninsule ibérique. Cette adoption partielle montre la manière dont les valeurs françaises furent interprétées selon les histoires nationales. De plus, la Révolution française alimenta une réflexion globale sur les notions de nation et de citoyenneté. Avant elle, la souveraineté était souvent détenue par les monarques ou des élites particulières. Après, la souveraineté populaire devint un concept central. Cela bouleversa la vision classique des États et contribua à l'émergence de mouvements nationalistes au XIXe siècle, un phénomène dont les effets se feront sentir jusqu'au XXe. Au regard de l'histoire mondiale, la Révolution introduisit aussi la notion que les citoyens avaient des droits légitimes face à l'autorité étatique. Cette idée fut fondamentale dans le développement du droit international des droits de l'homme. Elle servit de base à de nombreuses conventions, chartes et déclarations tout au long des siècles suivants, marquant le passage d'une organisation du pouvoir fondée exclusivement sur la force à une basée sur des principes juridiquement établis. Enfin, la diffusion des pratiques politiques nées de la Révolution réclama un temps de maturation. Si l'idéal républicain s'inscrivait désormais dans le paysage mondial, il fallut plusieurs décennies avant qu'il ne s'impose durablement dans de nombreux pays. Les institutions, les élites et les populations durent s'adapter à ces nouvelles exigences, orientant ainsi le cours de l'histoire contemporaine. Ainsi, les conséquences internationales de la Révolution française dépassèrent largement les événements qui se déroulèrent dans le Royaume de France. Elles initièrent un processus global de redéfinition des pouvoirs et des droits qui continue d'influencer les systèmes politiques actuels. Cette transition historique s'inscrit dans un mouvement progressif vers une reconnaissance plus large des principes démocratiques et des valeurs humanistes, préparant le terrain aux transformations futures que nous explorerons dans la suite de ce récit. La période de la terreur et ses enjeux. La période la plus intense et sombre de la Révolution française, connue sous le nom de Terreur, s'étend principalement de 1792 à 1795. Elle trouve ses racines dans un contexte de tension extrême, où les forces révolutionnaires cherchaient à consolider les acquis amorcés depuis la prise de la Bastille. La chute de la monarchie constitutionnelle, en septembre 1792, a ouvert une phase d'incertitude politique profonde, marquée par la guerre avec plusieurs puissances européennes
et la menace constante d'un retour des forces royalistes. Sous l'impulsion du Comité de salut public, dirigé par des figures comme Maximilien de Robespierre, la terreur visait à protéger la jeune République en instaurant un régime de surveillance stricte. Cette période se caractérise par la mise en place de lois d'exception, notamment la loi des suspects, qui permettait d'arrêter toute personne considérée ennemie de la Révolution. Les tribunaux révolutionnaires siégeaient sans garantie judiciaire classique, ce qui engendrait souvent des condamnations rapides à la guillotine, symbole effrayant mais aussi étrange de justice égalitaire. Les conséquences sociales de la terreur furent profondes. La société française, déjà bouleversée par la suppression des privilèges et la réorganisation administrative, fut ébranlée par une atmosphère de peur et de méfiance. La dénonciation devint monnaie courante, chaque citoyen pouvant être suspecté et emprisonné. Cette dynamique généra une crise morale, où la confiance au sein des communautés locales se fissura, créant une fracture durable dans le tissu social. Le poids de la terreur influença également la manière dont la Révolution fut perçue en France comme à l'étranger, allant jusqu'à susciter des débats sur la nature des régimes démocratiques et sur les limites de la liberté. Sur le plan politique, cette période permit de stabiliser temporairement la République en éliminant des factions opposées, mais au coût d'une répression exacerbée. L'exécution de personnalités importantes, telles que les rois Louis XVI et la reine Marie-Antoinette, marqua un tournant symbolique tout en attestant de la rupture définitive avec l'Ancien Régime. La terreur posa la question de l'unité nationale et de la légitimité du pouvoir révolutionnaire, des enjeux complexes qui allaient influencer la construction de la République et ses institutions. Il convient de noter que la terreur fut aussi un moment d'expérimentation politique et sociale. Des mesures comme la mise en place du calendrier révolutionnaire traduisirent la volonté de rompre avec le passé et d'instaurer une nouvelle vision du temps et des valeurs. Parallèlement, des tentatives d'émancipation des classes populaires accompagnèrent ce bouleversement, bien que ces avancées se trouvèrent souvent éclipsées par la violence politique et la répression. Cette ambivalence reflète la difficulté de la période à concilier idéaux et réalité. Historienne ou observateur contemporain, on ne peut ignorer que la terreur cristallisa à la fois les espoirs d'un monde nouveau fondé sur l'égalité et la justice, ainsi que les excès auxquels une société en mutation peut se livrer. La mémoire collective en a retenu les leçons, alimentant tantôt la méfiance envers le pouvoir autoritaire, tantôt la nécessité d'une vigilance démocratique permanente. Ces répercussions dépassèrent largement le cadre français, nourrissant les réflexions politiques internationales et posant les bases des droits humains modernes. Enfin, la chute de Robespierre en juillet 1795 marqua la fin officielle de cette période. Le retour à un régime plus modéré permit de réconcilier la société française avec une certaine stabilité, même si les tensions persistaient. Ce moment fut crucial pour l'évolution politique du pays, car il illustra les dangers des excès révolutionnaires et la nécessité d'un équilibre entre justice et liberté. C'est ainsi que la terreur, malgré sa brutalité, s'inscrit dans l'histoire comme une phase indispensable de transformation. Les enseignements tirés de la terreur demeurent précieux aujourd'hui pour comprendre la complexité des changements sociaux et politiques profonds. Le passage du pouvoir absolu des rois à une forme de gouvernement républicain passa par un chemin semé de défis et de choix difficiles. Cette période montre l'action collective face à une crise extrême, ainsi que les limites à ne pas dépasser pour préserver les droits fondamentaux. La Révolution française et la terreur évoquent ainsi une expérience humaine intense, inscrite dans l'évolution des idées sur la liberté et la souveraineté. En poursuivant ce récit, il est important maintenant de s'intéresser à la période qui suivit, caractérisée par le Directoire et les transformations sociales et politiques qu'il induisit. Les conséquences de la terreur sur la société française continuèrent à se faire sentir, tout comme les débats sur la meilleure manière d'organiser le pouvoir dans un contexte de fragilité démocratique. Cette transition ouvre une nouvelle étape dans l'histoire complexe et passionnante de la France révolutionnaire. Le rôle des symboles et des rituels révolutionnaires. La Révolution française a marqué un tournant profond dans l'histoire de la France et du monde, non seulement par ses bouleversements politiques, mais aussi par la transformation culturelle qu'elle a engendrée. Parmi les éléments les plus significatifs de cette mutation, figurent les symboles et les rituels révolutionnaires qui ont été imaginés
pour incarner les idées nouvelles au cœur de la société républicaine. Ces symboles n'étaient pas de simples ornements, mais des outils destinés à créer une identité collective portée par des valeurs partagées. Ils traduisent une volonté d'instaurer une culture civique renouvelée qui se voulait à la fois un ciment social et un moyen de légitimer le pouvoir naissant. Dès les premiers moments de la Révolution, le recours aux symboles prit une importance particulière. La figure royale qui incarnait l'ancien régime fut remplacée par des images conjuguant liberté, égalité et fraternité, trois principes fondamentaux du nouvel ordre. La cocarde tricolore, associant les couleurs bleu, blanc et rouge, devint l'emblème le plus visible, jetant un pont entre la tradition parisienne et l'héritage national. Grâce à sa simplicité et à sa signification claire, elle facilita l'adhésion populaire en offrant à chaque citoyen un objet tangible d'appartenance à la nation. Les fêtes civiques trouvèrent aussi un rôle majeur dans le renouvellement de la vie sociale. Le calendrier traditionnel, marqué par des célébrations religieuses, fut progressivement remplacé par des événements célébrant l'histoire révolutionnaire et ses acquis. La fête de la Fédération, tenue 1 an après la prise de la Bastille, symbolisa ainsi l'unité nationale retrouvée. Plus tard, la célébration du 10e anniversaire de la République renforcerait cette mémoire collective tout en associant des pratiques festives et des discours politiques. Ces fêtes permettèrent de créer un sentiment d'appartenance commun, en insistant sur les valeurs républicaines partagées par tous, au-delà des divergences politiques. Les rituels publics, quant à eux, prenèrent souvent la forme de cérémonies symboliques. Le serment du jeu de paume, par exemple, précédant la formation de l'Assemblée nationale constituante, fut réinterprété comme un acte fondateur de la souveraineté populaire. La mise en scène de l'enterrement de la monarchie et de la proclamation de la République utilisait des images fortes destinées à marquer les esprits et à tourner une page historique. Dans la sphère juridique, les nouveaux codes et lois prenaient une dimension rituelle en soulignant l'importance d'un contrat social régi par des droits et des devoirs égalitaires, remplaçant l'arbitraire monarchique. L'invention ou la réinvention de certains symboles répondait aussi à une volonté d'embrasser la raison et la modernité. Le bonnet phrygien fit notamment son apparition comme coiffure emblématique des Amis de la Liberté. D'origine antique, ce symbole fut repris pour incarner l'émancipation face à l'oppression. Par-delà son aspect vestimentaire, il servait à affirmer l'identité du citoyen engagé dans un combat pour l'égalité et la justice. D'autres signes, comme la Marianne, prendraient ensuite une place centrale dans l'iconographie républicaine, perpétuant les idéaux de la Révolution sous forme de représentations féminines allégoriques. Les arts ne furent pas en reste dans la diffusion et la création de ces symboles. La sculpture, la peinture et la musique s'engagèrent pleinement dans cette entreprise. Des œuvres comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen étaient souvent illustrées ou mises en musique pour renforcer leur impact sur la population. Les artistes révolutionnaires, autour de figures telles que Jacques-Louis David, cherchèrent à laisser une trace durable de cet âge nouveau par la promotion de visuels chargés de messages politiques. Ce travail artistique s'accompagnait de changements dans la production culturelle, avec une ouverture vers de nouveaux genres et sujets inspirés par la vie citoyenne. Il ne faut pas sous-estimer le rôle des symboles et des rituels dans la consolidation des valeurs républicaines face aux résistances. Ils offraient une réponse culturelle à l'incertitude politique et sociale en renforçant un sentiment d'appartenance partagée. Plus encore, ils participaient à la formation d'une citoyenneté active, où chaque individu se trouvait investi d'une responsabilité morale et civique. L'éducation, avec la promotion de l'instruction publique, vint compléter cet effort d'imprégnation des idées nouvelles, transformant progressivement la société par l'intégration de ces repères symboliques. Simultanément, la Révolution introduisit une laïcisation de la vie publique, favorisant la séparation progressive des institutions religieuses et de l'État. Cela eut des répercussions sur les fêtes et les rituels. Les cérémonies religieuses furent remplacées par des manifestations civiques dépouillées de références dogmatiques. Le culte de la raison, bien que de courte durée, illustre cette volonté de substituer une croyance laïque aux anciennes pratiques. Ces transformations, certains voient en elles un effort de rationalisation et de modernisation des formes de sociabilité, mais elles provoquèrent aussi des débats et des conflits quant à leur portée et leur acceptation. Le rôle des symboles révolutionnaires ne se limita pas à l'espace français.
ils eurent un rayonnement international. Les idées d'égalité, de liberté et de fraternité, portées par ces emblèmes, inspirèrent de nombreux mouvements dans le monde. La Révolution française devint un modèle pour les luttes libérales et démocratiques, et ses symboles furent repris, adaptés ou contestés ailleurs. Cet héritage visuel et ritualisé participe ainsi à une mémoire universelle des combats pour les droits humains et pour la souveraineté populaire. Il témoigne de la puissance durable de la culture politique instaurée pendant cette période. Ces pratiques symboliques connurent aussi des mutations au cours du temps. Après la période révolutionnaire et les empilements successifs de régimes politiques, certains symboles furent réappropriés ou modifiés. Le drapeau tricolore, par exemple, survécut à la Révolution pour devenir le signe permanent de la nation française, tandis que la Marianne continua d'évoluer comme figure protectrice des standards républicains. Les célébrations nationales modernes gardent trace de ces innovations, même si elles ont parfois perdu leur charge initiale pour devenir des rites plus protocolaires que véritables moments de participation citoyenne. Il importe de souligner que ces symboles et rituels révolutionnaires ont eu un impact profond sur la construction d'un nouvel ordre social, fondé sur les droits et devoirs des citoyens. Ils ont contribué à modifier la perception du pouvoir et des institutions, en mettant l'accent sur la souveraineté collective et la responsabilité individuelle. La transformation culturelle qu'ils incarnent explique en partie comment la Révolution française a su dépasser ses violences et ses incertitudes pour inscrire durablement dans la conscience collective des idées qui continuent d'en nourrir les débats contemporains. Enfin, la Révolution illustre aussi le pouvoir de la symbolique politique comme moteur de changement social. Les images et cérémonies qu'elle créa permirent non seulement de marquer une rupture avec le passé, mais aussi de projeter une vision nouvelle d'une société organisée autour de principes universels. Ce rôle attribué au symbole s'inscrit dans une tradition républicaine qui influence encore aujourd'hui les modes d'expression et de rassemblement civique. La transmission de cet héritage invite à réfléchir sur les manières dont les sociétés modernes perpétuent, adaptent ou contestent ces références dans un monde en constante évolution. Cette exploration des symboles et des rituels permet ainsi d'appréhender une face essentielle de la Révolution française. Ils ne sont pas de simples accessoires esthétiques, mais des vecteurs puissants d'une culture politique qui cherchait à refaire le lien social. Ces pratiques ont pavé la voie à une conception nouvelle de la citoyenneté, celle où chaque individu se reconnaît lié à une communauté fondée sur des idéaux communs. Dans le prolongement de cette réflexion, il est possible d'aborder la question des institutions républicaines, leur évolution et leur rôle dans la consolidation de ces acquis. L'héritage durable de la Révolution française. La Révolution française marque une étape capitale dans l'histoire de l'humanité, une transformation profonde qui a non seulement bouleversé la structure politique de la France, mais aussi redéfini les principes fondamentaux des sociétés modernes. Dès ses prémices, cet événement a mis fin à des siècles de monarchie absolue, en remettant en cause la légitimité divine des souverains. La critique de l'aristocratie et des privilèges héréditaires s'est faite plus insistante, au profit d'une réflexion sur les droits et libertés des individus. Ce passage d'un régime fondé sur le pouvoir issu de la naissance à un ordre reposant sur l'égalité devant la loi a façonné durablement la notion de citoyen dans le monde occidental. Au cœur de cette transformation, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, adoptée en 1789, constitue une pierre angulaire. Ce texte fondateur établit pour la première fois que les droits naturels, inaliénables et sacrés doivent protéger la liberté, la propriété, la sécurité et la résistance à l'oppression. Il consacre l'idée d'une souveraineté nationale, entendue comme le pouvoir appartenant au peuple et non à un monarque ou une élite. L'universalité proclamée de ces principes a inspiré de nombreuses révolutions et mouvements démocratiques dans le monde, renforçant la conviction que tout gouvernement doit être au service du peuple et soumis à ses lois. Sur le plan institutionnel, la Révolution a conduit à la création d'organes représentatifs, notamment l'Assemblée nationale, qui a incarné un nouveau modèle de gouvernement basé sur la participation citoyenne. Ce changement a introduit un mécanisme de contrôle et de limitation du pouvoir, s'opposant à la concentration absolue exercée par le roi. Progressivement, les notions de séparation des pouvoirs et d'état de droit ont émergé, posant les fondements des régimes démocratiques contemporains. Ces structures
ont permis une meilleure articulation entre les différentes branches du pouvoir, garantissant ainsi une plus grande transparence et responsabilité des dirigeants. Par ailleurs, la Révolution française a provoqué une redéfinition des rapports sociaux. La suppression des privilèges féodaux et l'abolition des droits seigneuriaux ont favorisé une plus grande égalité juridique entre les citoyens. Cette émancipation a contribué à moderniser la société française, en promouvant l'accès aux fonctions publiques et à l'éducation indépendamment de la naissance. Ainsi, les bases d'une société civilisée, fondée sur le mérite et le respect des droits individuels, ont été posées. Cet aspect a profondément influencé la montée des idéaux républicains, qui valorisent la souveraineté populaire et l'égalité de tous devant la loi. L'impact international de la Révolution française ne peut être sous-estimé. Les principes qu'elle a énoncés ont traversé les frontières et nourri des mouvements similaires sur plusieurs continents. En Europe, mais aussi dans les Amériques, les idées de liberté, de démocratie et de justice sociale ont fait écho à des peuples opprimés cherchant à se libérer de régimes autoritaires. La diffusion de ces idées a contribué à la fin progressive des monarchies absolues et à l'émergence de républiques fondées sur la participation et les droits civiques. Cette influence a perduré jusqu'à nos jours, structurant les relations internationales et les systèmes politiques modernes. Un autre héritage durable réside dans le principe de laïcité, qui, bien que pleinement développé au XIXe siècle, a trouvé ses racines dans les transformations initiées par la Révolution. La séparation entre l'Église et l'État est devenue un élément fondamental de la citoyenneté, garantissant la liberté de conscience et empêchant toute domination religieuse sur les affaires publiques. Ce principe a instauré un cadre propice à la coexistence pacifique des convictions diverses, promouvant ainsi un modèle de société pluraliste. La laïcité demeure un pilier essentiel des démocraties modernes, en particulier en France, où elle est intégrée aux valeurs républicaines. Il est important également de considérer la manière dont la Révolution a influencé la conception du droit et de la justice. La codification des lois, commencée sous cette période, a conduit par la suite à la création du Code civil, véritable référence juridique. Ce code a permis d'unifier les règles et d'assurer une application équitable de la justice, favorisant la sécurité juridique et la stabilité sociale. En outre, cette uniformisation a affirmé les droits individuels tout en imposant des devoirs collectifs, ce qui a renforcé le contrat social. L'organisation juridique héritée de ce moment historique demeure au cœur des systèmes judiciaires contemporains. Sur le plan économique et social, les conséquences de la Révolution se sont manifestées par une remise en cause des privilèges économiques acquis et une redistribution progressive des terres. Bien que les transformations aient été inégales et parfois conflictuelles, l'idée que la justice sociale doit être prise en compte dans la gestion collective a émergé avec force. Ce principe a inspiré les politiques publiques ultérieures visant à limiter les inégalités et à promouvoir l'accès aux ressources essentielles pour tous les citoyens. Ainsi, la Révolution a posé les bases d'une réflexion sur l'équilibre entre liberté économique et solidarité sociale. Par ailleurs, la Révolution française a produit une nouvelle culture politique, marquée par l'engagement citoyen et la revendication de droits collectifs. La notion de souveraineté populaire a encouragé la participation à la vie publique, en faisant du vote et du débat démocratique des instruments essentiels. Cette culture a favorisé le développement d'organisations politiques et de mouvements sociaux, contribuant à l'enracinement des valeurs démocratiques dans la société. Le débat public et la liberté d'expression sont alors devenus des acquis précieux, indispensables à toute démocratie vivante et à toute société pluraliste. Il convient aussi de rappeler que malgré ces avancées, la Révolution a rencontré des résistances et des tensions, parfois violentes, liées aux transformations rapides qu'elle a imposées. Ces conflits ont montré la complexité du passage d'une société traditionnelle à une société modernisée. Toutefois, les principes qu'elle a établis ont permis de dépasser ces difficultés, offrant une vision durable de l'organisation politique et sociale fondée sur le respect des droits humains et la garantie de la liberté individuelle. Cette continuité historique démontre la puissance de cette révolution intellectuelle et politique. Au fil des siècles, les idéaux de la Révolution continuent d'alimenter les réflexions sur les droits de l'homme, la démocratie et la justice. Les nombreuses constitutions, déclarations et conventions internationales font écho à ces principes, soulignant leur caractère universel et intemporel.
Dans un monde en constante évolution, cet héritage fournit un repère pour penser la coexistence pacifique, la tolérance et la participation citoyenne. Il illustre également l'importance d'un engagement permanent pour préserver et élargir les libertés conquises. En conclusion, bien que la Révolution française soit un moment complexe, marqué par des contradictions et des défis, son impact durable se manifeste dans la particularité des institutions modernes, la codification des droits individuels et la diffusion mondiale des valeurs démocratiques. Ce legs historique reste un fondement essentiel de nombreuses sociétés contemporaines, façonnant leur organisation politique et sociale. Le chemin tracé par ces événements invite à poursuivre la réflexion sur la place de l'homme et de la citoyenneté dans le monde, ouvrant ainsi la voie à de nouveaux horizons collectifs. Ces perspectives permettront d'aborder les défis contemporains à la lumière des enseignements du passé,